Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui, on va faire la review honnête de la nouvelle machine résine de chez Anycubic, à savoir la Photon Mono M7 Pro, et je vais vous dire tout sur cette machine dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder toutes les fonctionnalités et toutes les nouveautés sur cette nouvelle machine de chez Anycubic, puisqu'il y a quand même pas mal de nouveautés par rapport à sa petite sœur, à savoir la M5S Pro. Donc voilà, il y a notamment des nouveaux systèmes de chauffage, une vitesse encore améliorée par rapport à sa petite sœur, bien entendu un nouveau design, une nouvelle interface, enfin bref, beaucoup de changements sur cette M7 Pro. Vous m'excuserez, je ne vais plus dire Photon Mono M7 Pro, et je vais me contenter de M7 Pro le reste de la vidéo, puisque je pense que c'est beaucoup plus simple et ça sera beaucoup moins casse-burne. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Morgenstern Printing, n'hésitez pas à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton pour vous abonner et en même temps en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Bon allez, c'est parti, on va la déballer, cette Anycubic Photon Mono M7. Pour ça, on va tout simplement commencer par ouvrir le carton. Donc la machine est disposée à l'horizontale. Et une fois que vous l'aurez sorti, vous verrez que la machine est très bien protégée par toutes ces mousses. On a de nouveau la petite mousse avec le sourire, comme sur la M5S Pro. On vient ensuite enlever le capot qui est protégé par un sachet de protection pour éviter toutes les rayures durant le transport. Alors désolé, mais à une main, je galère un petit peu. Juste en dessous, vous aurez le plateau d'impression qui est situé juste ici. Donc vous l'avez là avec ce magnifique nouveau motif gravé au laser. Le plateau, on va le détailler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le logo Anycubic, on a les vis de réglage sur le côté. Donc ils ont appris depuis leurs erreurs de la M5S. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace et personnellement, j'aime beaucoup ce nouveau motif. Une fois que vous aurez retiré la mousse de protection qui maintenait le plateau, vous aurez accès aux différents accessoires et notamment au bac de résine que vous n'allez pas pouvoir sortir immédiatement puisque vous avez tout simplement le module de chauffage qui le bloque. Vous avez la boîte accessoire sur la droite, on la regardera juste après. Vous avez ensuite le petit manchon silicone qui vient se mettre sur le bras pour protéger le capteur de force. Donc voilà, rien de particulier, vous venez juste le pousser dedans comme cela. Et vous avez du coup la petite protection qui vient se mettre sur les vis et au niveau du capteur de force. Juste en dessous du bras, vous allez avoir une petite mousse de protection avec la pompe à la fois d'auto-remplissage du bac de résine, mais également de purge du bac de résine. Donc voilà, c'est quasiment la même pompe que sur la Elegoo Jupiter SE ou sur la M3 Max, branchée en USB pour pouvoir la piloter directement de la machine. Vous avez deux emplacements pour pouvoir mettre des vis de fixation et à l'arrière, vous avez bien sûr le tube d'alimentation et la prise d'air. Vous pourrez enfin retirer le bac de résine. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un gros module sur le côté. Donc vous enlevez le petit papier bulle qui est autour et vous allez libérer le bac de résine avec son module chauffant. Donc voilà, ce bac de résine, il est plutôt imposant et il est même plutôt lourd avec ce module de chauffage qui est situé à l'arrière. Sous le dessous, vous avez les broches de connexion à la machine pour pouvoir piloter ce bac. Vous allez ensuite pouvoir retirer la dernière mousse qui servait à caler tous les accessoires, mais également à protéger l'écran LCD qui est situé juste en dessous. Et donc voilà sur la machine où viendra se connecter le bac de résine, viendra se connecter le module de pompage et il vous restera plus qu'à retirer cette dernière mousse de protection. Vous aurez ensuite tous les petits films de protection de cette machine à retirer. Donc sur le capot en façade avant, sur l'écran comme ici. Vous aurez également un film de protection à retirer du plateau. Une fois que vous l'avez retiré, je vous invite à nettoyer le plateau à l'isopropanol. Vous avez enfin un film de protection sous le bac de résine, donc sous le film ACF. Et chose un peu particulière sur cette machine, si vous voulez utiliser la pompe de purge et d'auto-remplissage, vous allez devoir retirer cette languette. Alors personnellement, je trouve ça pas très propre. Et surtout, sachez qu'une fois que vous l'aurez décollée, vous ne pourrez tout simplement plus la recoller puisque vous voyez, la colle s'arrache. Ou alors ça sera un petit peu merdique de le remettre. Donc voilà, ça va coller par endroits, mais franchement, c'est pas très propre. Dans la petite boîte accessoire qui était fournie avec la machine, on va tout de suite regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Le premier élément fourni avec, c'est tout simplement le câble d'alimentation. Donc c'est une alimentation directe de la machine.
Vous avez ensuite le petit purificateur air pur de chez Anycubic que vous pouvez bien sûr racheter à part. Vous aurez ensuite la vis de fixation du plateau, donc c'est exactement la même que sur la M5S Pro. Vous avez ensuite ce petit sachet qui contient des outils, la clé USB, mais également l'antenne Wi-Fi et 2-3 petits accessoires qui vous permettront de monter la machine. Comme dit, le premier élément, ça sera l'antenne Wi-Fi qui est à visser à l'arrière de la machine. Vous ne pouvez pas vous planter, il n'y a qu'une seule vis. Vous aurez la clé USB qui contient le slicer et les fichiers de test. Vous aurez quelques paires de gants. Honnêtement, c'est toujours utile d'en avoir. Donc voilà, c'est quelque chose qui est systématique dans toutes les imprimantes 3D résine. Il faudra penser à en acheter parce que vous n'allez pas aller loin avec les quelques gants qui sont fournis. Vous aurez ensuite les vis de fixation du plateau. Donc voilà, la première, il y en a une deuxième dans le sachet. Vous aurez ensuite une petite lingette de nettoyage de l'écran, donc dans ce petit sachet jaune qui vous permettra de mettre le film de protection de l'écran. Vous avez ensuite la spatule en plastique et vous avez quelques clés 6 pans. Vous aurez ensuite le bouchon adaptateur pour pouvoir utiliser la fonction d'auto-remplissage. Donc c'est un bouchon qui vient se mettre sur votre bouteille de résine. Vous avez une arrivée d'air et tout simplement la partie pour alimenter la résine vers la machine. Vous aurez des masques, honnêtement ils servent à rien, et quelques petits filtres qui eux par contre sont utiles. Chose importante, vous aurez le manuel d'utilisation de la machine. Alors désolé pour les francophones, mais le manuel est uniquement en anglais. Bon, au niveau du manuel, rien à dire, vous aurez une petite description de la machine avec les termes techniques que je vais peut-être utiliser durant cette vidéo si jamais vous vous perdez. Vous avez l'antenne Wi-Fi dont je vous ai parlé avant, vous avez la connexion Ethernet pour pouvoir brancher le module d'auto-remplissage. Voilà, vous aurez les petites informations génériques, vous aurez la liste de tous les accessoires, donc vous pourrez checker si vous avez bien eu tous les accessoires et la description et les caractéristiques techniques de cette machine. Donc voilà, ils vous disent que c'est un écran 10 pouces de 14K, la résolution, le fait qu'il y ait un autonivellement, le fait qu'il y ait un écran capacitif de 5 pouces, les dimensions de la machine, les dimensions d'impression, le poids, le fait que la machine ne peut se connecter que sur des réseaux 2,4G. En bref, toutes les informations dont vous aurez besoin pour démarrer avec cette machine. Vous aurez ensuite le petit certificat de contrôle qualité de chez Anycubic. Alors honnêtement, il vous servira à rien. Et enfin, la petite spatule métallique qui personnellement ne vous servira potentiellement qu'à décrocher des impressions du plateau. Dans l'emballage de la machine, vous aurez également un film de protection et une feuille de nivellement fournie avec la machine. Il est bien entendu noté que la machine ne nécessite pas de nivellement, mais que dans le cas où vous voudriez refaire le nivellement, vous avez cette fameuse feuille qui vous permet de le faire avec la bonne épaisseur. Parce que oui, pour le nivellement d'une machine, l'épaisseur du papier que vous allez utiliser est importante. Bon, après, vous ne pouvez pas vous planter, c'est marqué dessus comme sur le port-salut. Le film de protection de l'écran ressemble à ceci. Vous enlevez la petite protection et vous venez la poser. Au niveau du filtre à charbon, il faut bien entendu l'ouvrir pour pouvoir retirer le film de protection qui est situé sur le filtre à charbon. Si vous le laissez, le filtre ne fonctionnera pas tout simplement. Donc n'oubliez pas de le déballer puisque sinon vous serez comme un con. Attention, c'est un filtre au charbon actif, donc c'est un petit peu crado si vous en mettez sur les mains. Pensez à bien le nettoyer si vous voulez pas que votre machine se retrouve pleine de noir. Allez, je vous propose de passer à la présentation. Une fois déballé et assemblé, voilà à quoi ressemble cette Anycubic Photon Mono M7 Pro. Le design est très sobre avec quelques pointes de orange, mais une machine quasiment toute noire. Comme d'habitude chez Anycubic, le logo sérigraphié sur la cloche de protection UV, le nom de la machine avec la nouvelle typographie de chez Anycubic sur la façade avant. Donc voilà un design très simple, très basique, sobre avec les grilles d'aération sur les côtés. À l'arrière, vous aurez également la petite antenne Wi-Fi avec d'autres grilles d'aération et vous aurez également la petite trappe que je vous ai montée précédemment si jamais vous voulez utiliser le module d'auto-remplissage. Bien entendu, vous aurez le connecteur pour pouvoir brancher le cordon d'alimentation et le bouton d'alimentation générale. Sous la machine, encore des grilles d'aération, mais surtout pas de pieds réglables et ça, c'est bien dommage. Une fois que vous aurez retiré le capot de la M7 Pro, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On va bien sûr commencer par les présentations du plateau. Au niveau de ce plateau, on est sur un plateau avec 2 pans gravés au laser sur la surface d'impression. Donc un très beau motif que je vous conseille de nettoyer à l'isopropanol. Vous avez de nouveau les vis de réglage latérales comme sur sa petite sœur, la M5S Pro.
Le plateau est simple, efficace, 2 pans et surtout très facile à nettoyer. Au niveau de l'axe Z, vous aurez sur le côté gauche cette petite languette qui permet tout simplement de détecter la fin de course avec ce détecteur situé juste ici. On est sur du double rail linéaire avec une tige filetée en axe Z. Donc voilà, maintenant ça c'est classique sur ces imprimantes. Au niveau du bac de résine, on est sur un énorme bac de résine et surtout avec un nouveau module de chauffage qui d'ailleurs empêche d'utiliser le bac dans les deux sens. Vous avez un petit bec verseur situé en bas à droite, les 2 emplacements pour les vis de fixation. On est sur un bac avec un film ACF. Et juste ici, vous avez la carte de connectique qui viendra se brancher sur la machine. À l'arrière du bac, vous avez un diffuseur de chaleur qui est directement sur le plateau et qui permet de diffuser la chaleur lorsque la machine doit refroidir. Vous avez le module de chauffage, je l'ai démonté, je vous le montrerai juste après dans la vidéo. Et au niveau du système de fixation du film, on est sur un film pressé, donc entre 2 cadres métalliques qui sont fixés sur le bac. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 14K de 10,1 pouces avec des pixels de 16,8 par 24,8 micromètres, tout comme sa petite sœur, la M5S Pro. Et la machine est équipée d'un nouveau système d'éclairage ultra efficace, le Light Turbo 3.0. À l'arrière gauche de la machine, vous aurez le petit module de connexion du bac de résine, le capteur de fin de course. À droite, vous aurez la possibilité de mettre le filtre à air en USB. Alors c'est un système de filtration qui vient directement se brancher sur la machine et qui vient s'allumer automatiquement. Si vous préférez utiliser le système d'auto-remplissage et de purge de la machine, vous pourrez également le brancher en USB et le fixer avec les 2 vis prévues à cet effet. Une fois que vous l'aurez branché, vous aurez juste à aller dans le menu des réglages, vous allez dans le menu Advance et derrière vous allez pouvoir gérer directement le feed, donc l'auto-remplissage. Alors par contre vous m'excuserez mais moi ma machine elle est partiellement en chinois au moment où je tourne la vidéo puisque c'est une machine de pré-série. Bon, les écrans de protection large, c'est bien. Par contre, pour les poser, c'est l'enfer. J'ai toujours 3 tonnes de bulles. Je suis vraiment pas doué pour faire ça. Si quelqu'un a un tuto à me montrer, n'hésitez pas à me partager une vidéo correspondante dans les commentaires. Sur cette machine, comme sur l'une de ses petites sœurs, la Mono 2, vous avez des petits ergots souples qui vous permettront de bien positionner le capot une fois que vous le mettrez sur la machine. Au niveau du volume d'impression, la M7 Pro vous permettra d'imprimer sur une largeur de 223 mm par 126 mm par 230 mm de hauteur. Donc un volume très largement suffisant pour la plupart des impressions 3D. Lorsque la machine s'allume, vous aurez le petit logo d'Anycubic qui va s'afficher sur l'écran et vous aurez ensuite le choix de sélectionner la langue de la machine. Alors au moment où j'ai tourné cette vidéo, la machine était une machine de pré-série, donc comme vous pouvez le voir, les langues ne sont pas accessibles. Les seules langues accessibles étaient anglais et chinois. Donc forcément, moi j'ai choisi anglais pour la configurer. Vous choisissez global pour le Wi-Fi. Puis la machine va vous proposer 2 options, la démarrer avec un accompagnement, donc un petit guide ou pas. Donc il va vous dire forcément de mettre la plateforme, il va vous dire de mettre le bac de résine, il va vous dire de mettre de la résine dans le bac. Ensuite, il va vous proposer de connecter votre machine au Wi-Fi. Bien entendu, vous pouvez décider de passer et de le faire plus tard. Et bien entendu, il va vous mettre un QR code pour télécharger l'application Anycubic. Une fois ce petit guide terminé, vous aurez accès à l'interface de la machine. Et je vous propose qu'on la regarde un peu plus en détail. Lorsque vous serez sur l'interface d'accueil, vous aurez le statut de la machine, à savoir est-ce que le bac est branché, quelle est la température dans le bac de résine, est-ce que vous avez le système d'auto-remplissage. Vous aurez ici de quoi lancer vos impressions soit en local, soit en USB, soit via le cloud. Vous aurez ensuite accès aux réglages. Alors l'écran capacitif, il est un petit peu capricieux. La première interface de réglage, c'est tout simplement pour pouvoir gérer l'axe Z, donc faire les auto-nivellements, mais aussi pour monter manuellement le plateau ou arrêter la montée ou la descente. Vous allez ensuite pouvoir tester votre écran avec des tests d'exposition pré-paramétrés, des temps d'exposition bien définis. Bon, honnêtement, ça c'est très classique sur les imprimantes 3D. Vous pouvez voir le temps d'exposition, l'annuler si vous le voulez. Vous aurez ensuite un menu de nettoyage de votre bac de résine et enfin vous aurez toutes les fonctions avancées. Donc vous allez avoir le chauffage de la résine. Alors moi sur ma machine, vu que c'est une pré-série, j'ai encore accès à des informations qui sont communiquées dans l'interface de la machine mais qui ne le seront plus sur les machines de série. Donc voilà, vous aurez la température qui est mesurée sur la résine, sur la PTC, celle qui s'affiche sur l'écran,
Vous aurez 2-3 mesures au niveau de la pompe, etc. Donc pas grand intérêt. Et vous aurez bien entendu le statut. Vous allez pouvoir paramétrer la température de la résine que vous souhaitez appliquer dans votre bac. Donc vous allez là-dedans, vous mettez votre température. Alors moi j'ai essayé de mettre par exemple 80 degrés. Il me met 40, donc ça montre bien que c'est 40 le maximum. Juste en dessous, vous aurez le bouton pour faire le nettoyage du bac chauffant. Donc vous verrez qu'il faut rajouter 200 ml de détergent, donc de l'isopropanol ou du Resin Away. Dans l'interface Load, Unload, vous allez pouvoir auto-remplir ou purger la machine via ces deux interfaces. Et vous allez également pouvoir aller dans le menu de Self-Test. Dans le menu des informations, vous aurez les logs de la machine, vous aurez également des versions, l'activation ou la désactivation des sons, mais également la possibilité de rechercher des mises à jour. Dans la dernière onglet, vous aurez bien entendu la possibilité de connecter la machine au réseau, donc là en l'occurrence, moi c'est déjà fait. Vous aurez ensuite le choix de la langue, donc là moi j'ai que chinois et anglais, mais c'est normal, c'est une machine de pré-série. Et enfin, si vous souhaitez revoir le guide que vous aviez eu lors de l'allumage, sachez qu'il est toujours disponible dans cette partie-là. Après, moi je trouve qu'il n'a pas grand intérêt, à part si vous n'avez jamais imprimé avec une machine de résine. Un des points intéressants sur cette machine, c'est que vous allez pouvoir faire un local upgrade, donc vous allez lancer un upgrade de la machine. Alors sachez qu'en fonction de la mise à jour, cela peut prendre plus ou moins de temps, mais par contre vous n'avez rien à faire. Au niveau du système d'auto-remplissage, je vais utiliser cette bouteille de chez Anycubic, la High Speed 2.0, pour vous montrer comment est-ce que vous venez tout simplement la brancher sur votre bouteille de résine. Une fois que vous aurez mis le bouchon sur la bouteille et que vous aurez connecté les deux tubes, alors vous ne pouvez pas vous planter, il y a deux tailles différentes, pour la connecter au système d'auto-remplissage. Par contre, je vous conseille de bien serrer le bouchon, tout simplement, sinon la pompe n'arrivera pas à pomper. Une fois que vous avez tout bien branché, vous appuyez sur Feed et derrière, le bras va descendre et va tout simplement distribuer de la résine dans votre bac. Et ne vous en faites pas, si votre bouteille de résine est quasiment vide, la machine va vous mettre un message d'erreur pour vous en informer. Bon, maintenant que la machine avait un bac rempli de résine, j'ai lancé le test d'impression en vitesse high speed sur toute la hauteur. J'ai activé toutes les options. Et derrière, j'ai lancé l'impression. Étant donné que c'est une impression en haute vitesse, la machine me demande de vérifier que j'ai bien mis de la résine haute vitesse. Si vous voulez lancer, vous faites ignorer et sinon vous faites stop. En l'occurrence, moi j'avais mis de la résine high speed, donc je peux lancer l'impression. Et une fois que le plateau est descendu dans la résine, il vous dit s'il a détecté ou non des résidus. Et il va ensuite commencer à chauffer la résine. Donc tout simplement, le bac de résine va se mettre en chauffe. Donc pour se chauffer, la résine va passer dans un tube qui contourne l'intégralité du bac de résine et qui va faire circuler la résine jusque dans le circuit de chauffage à l'arrière à gauche. Après 1h34, l'impression sur la totalité de la hauteur est terminée. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, 1h34 pour 23 cm de hauteur. Soit ici une vitesse de 146 mm par heure. Ce qui est déjà plutôt pas mal et meilleur que la plupart des imprimantes 3D du marché. Je vais vous montrer quand même le résultat de cette impression. Donc vous voyez, c'est un très beau modèle de test. En tout cas, moi je le trouve très sympa. Il a un petit peu changé du modèle de test de la M5S. C'est un modèle qui est imprimé en couche de 100 microns sans aucun support. Ce qui veut dire que vous aurez forcément des petits décrochages de couches au niveau des surplombs où vous n'avez aucun support. Mais honnêtement, je trouve que la machine, elle s'en sort très bien pour sortir ça en 1h34. Je rappelle, c'est 23 cm en 1h34. Les détails sont plutôt propres. Vous voyez, ça ressort très bien avec cette nouvelle résine High Speed 2.0 de chez Anycubic. Et après avoir réalisé une impression, je vais vous montrer comment fonctionne le système d'auto-nettoyage du bac qui doit être nettoyé notamment parce qu'il y a ce module de chauffage avec un tube qui fait tout le tour. La première étape, ça va être de vous munir de au moins 200 ml de détergent. Donc là, c'est de l'isopropanol, mais vous pouvez utiliser du Resin Away. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre du détergent de chez Sunlu. Vous allez ensuite rentrer dans la machine au niveau du deuxième menu, voilà, juste ici. Vous n'allez pas aller dans Cleaning, mais vous allez aller dans le menu Advance. Vous allez rester dans le menu Température Contrôle, puis vous allez aller dans Cleaning du bac. Vous allez dire que vous avez mis 200 ml de détergent. Et le nettoyage va commencer à se lancer. Donc le système va tout simplement aspirer votre détergent et le faire circuler dans le tube qui est présent à l'intérieur du bac et qui en fait tout le tour. Comme vous pouvez voir, les restes de résine commencent à se diffuser. C'est tout simplement tout ce qui était présent dans le tube qui fait le tour du bac. Donc comme ceci.
et qui vient du coup ressortir une fois que le détergent l'a nettoyé dans le bac. Alors je sais pas si vous avez vu, mais avant mon bac était propre, mais maintenant vous voyez tout ce qui est ressorti comme résine des tubulures internes du bac. Et une fois le cycle de nettoyage terminé, la machine vous indique que c'est fini par un message. Vous pourrez ensuite recharger votre bac avec la nouvelle résine que vous voulez mettre. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis de la Zhonghe Standard Plus 10K. Et si vous regardez en détail la résine, vous allez voir le flux de résine qui passe par le système de chauffage. Il vous suffit de suivre les petites bulles à la surface qui vont doucement se décaler vers la gauche, puisque l'aspiration se fait sur la gauche du bac et la sortie de la résine chauffée sur la droite. Bon, vous me connaissez, j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses, donc je vais déjà vous montrer l'arrière du bac. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un petit tube qui fait tout le tour dans lequel vous avez de la résine, qui est tout simplement le conduit qui permet de chauffer la résine dans le bac. Bon, et vu que j'avais déjà pas mal imprimé avec cette machine, j'ai un petit peu défoncé mon film ACF. Comme vous pouvez voir, il y a 2 gros pets dans le bac. Donc je me suis dit autant le démonter, le changer et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois que j'avais démonté mon film ACF avec le cadre, vous pouvez suivre le canal d'approvisionnement de la pompe qui vient faire tout le tour du bac. Vous avez ici le petit renfoncement qui sert tout simplement à laisser la place pour le système d'autoremplissage. La partie rejet de la résine se fait de ce côté-là du bac, alors que la partie aspiration se fait du côté tout simplement du système de chauffage. J'ai démonté le système de chauffage, donc vous voyez à l'intérieur vous avez une pompe péristaltique, tout ce qu'il y a de plus classique, donc c'est un système de pompage de la résine. Le moteur situé à l'arrière qui permet tout simplement de faire tourner cette pompe péristaltique avec le tube d'approvisionnement. Vous avez la petite carte de pilotage et ensuite vous avez la petite carte qui vient directement se brancher et se connecter sur la machine. Bon, comme je vous l'avais dit, j'ai décidé de changer mon ACF et du coup j'ai équipé la machine d'un film TCF. Alors c'est un nouveau type de film qui est une version améliorée encore de l'ACF et qui est même encore une version supérieure à l'HDF que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Et je me suis dit que ça serait sympa de tester ce film qui m'a été fourni de la part de chez Antinsky. Pour les tests d'impression, j'ai commencé avec la résine High Speed 2.0 et franchement le résultat est très propre et pourtant j'ai imprimé ce modèle en couche de 100 microns. Bon, ensuite j'ai voulu rentrer dans le vif du sujet avec une résine 10K Standard Plus Nebula Grey de chez Zhonghe. Et là vous allez voir qu'avec une épaisseur de couche standard de 50 microns, c'est plus du tout le même délire. Le niveau de détail avec cette machine est extrême. Regardez-moi la beauté de cette impression après nettoyage. Bon, après, il faut dire que cette impression est ultra détaillée. Je vais vous montrer le modèle juste après qui m'a quand même pris 3 plateaux d'impression à réaliser. Mais regardez-moi la beauté de cette impression. Un modèle de chez Black Forge Game. Tous les détails ressortent parfaitement. Alors, bien entendu, c'est un très beau modèle avec énormément de détails, mais c'est aussi la beauté et la précision de cette imprimante qui fait que tous les détails ressortent parfaitement. Comme je vous le disais précédemment, j'ai utilisé pour cette impression une résine 10K, une Standard Plus de chez Zhonghe avec la couleur Nebula Grey. C'est d'ailleurs pour moi une des résines avec le meilleur rapport qualité-prix pour ce type d'imprimante. Et pour vous montrer un autre très bon exemple d'impression réalisée en couche de 50 microns avec cette résine Standard Plus 10K, je vous ai imprimé ce modèle de chez Black Forge Game encore une fois en résine bicolore. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi le symbiote en résine translucide, je trouve ça trop beau. J'ai voulu ensuite élever encore le game en passant sur de la résine 14K de chez Sunlu. Et je vous ai imprimé ce magnifique buste de chez Seascult. Encore une fois, une très belle impression 3D réalisée sur cette M7 Pro. Le niveau de détail est très impressionnant. Le lissage des différentes formes l'est également. Très bon sculpteur 3D également. Je vais vous montrer un petit truc sympa, c'est que vous pouvez voir l'état d'avancement au niveau de l'interface. Vous voyez exactement à quelle couche il en est, en plus de voir la température de la résine. J'ai continué mes tests de cette M7 Pro en imprimant ce que je trouve de plus précis, à savoir de la miniature de Wargame. Encore une fois, des impressions réalisées avec la nouvelle résine 14K de chez Sunlu. J'ai réalisé ces impressions sur la M7 Pro en haute vitesse avec la résine 14K, donc pas de problème pour passer en haute vitesse avec de la résine standard Plus.
En l'occurrence, pour ces impressions, la couleur que j'ai utilisée, c'est Solid Grey, mais sachez qu'il y a énormément d'autres couleurs pour cette gamme de résine standard 14K de chez Sunlu. Franchement, pour de la miniature 28 mm, le résultat, il est ultra propre. Et franchement, cette M7 Pro, elle a très bien fait le taf. Regardez-moi la qualité des détails. Et la dernière impression est là pour vous teaser une impression que j'ai réalisée de 17 cm en 1 heure sur la M7 Pro, donc promesse de vitesse tenue. On va maintenant parler des avantages de cette Anycubic M7 Pro. Alors, avantages bien entendu par rapport à ses concurrentes de la même catégorie. Donc que ce soit la M5S, M5S Pro, qui sont de la même marque mais des générations précédentes. À savoir la Saturn 3 Ultra ou la Saturn 4 ou Saturn 4 Ultra, qui sont de la même catégorie. Et bien entendu, vous avez la Frozen Mighty Revo, vous avez la Frozen Mighty 12K, enfin voilà, toutes ces machines 10 pouces de la même catégorie que la M7 Pro. Je vais pas vous mentir, le principal argument de cette machine, il est respecté, c'est tout simplement la vitesse d'impression. Je vais pas vous spoiler, mais il y aura très bientôt une prochaine vidéo sur une comparaison de vitesse entre la Anycubic M7 Pro et la nouvelle Elegoo Saturn 4 Ultra. Donc je le rappelle, la Anycubic M7 Pro, vitesse annoncée maximale, 170 mm par heure. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, en 1 heure. Donc voilà, pour vous donner 17 cm en 1 heure. Ça, c'est ce qui est annoncé par Anycubic. Je peux vous dire qu'il est possible d'imprimer cette pièce en 1 heure, puisque celle-ci a été imprimée en 1 heure. Voilà. Donc, vous pouvez atteindre une vitesse de 17 cm par heure sur la M7 Pro en couche de 100 microns. C'est très important. Si vous passez sur une épaisseur de couche standard de 50 microns, grosso modo, vous allez être aux alentours de 2h30. Allez, 3 heures en fonction des paramètres que vous allez choisir. Avec les paramètres les plus bâtards qui existent, en 100 microns, donc c'est encore une très belle qualité, vous êtes capable d'imprimer 17 cm par heure avec une qualité franchement très très propre. Je ne vais pas vous spoiler sur la vitesse d'impression maximale qu'est capable d'atteindre la Saturn 4 Ultra. Néanmoins, sachez qu'elle se fait botter le derrière, mais violemment. Honnêtement, j'hésite à mettre la vidéo sur YouPorn parce que clairement, c'est un viol. Je le dis honnêtement, c'est un viol. J'ai utilisé les paramètres les plus bâtards possibles entre les deux machines. Celle-ci, je suis arrivé vraiment de justesse aux 170 mm par heure. Sur la Saturn 4 Ultra, vous verrez que c'est pas forcément le cas. Alors, bien entendu, pour atteindre ces vitesses d'impression, 17 cm par heure, vous êtes obligé de faire des concessions sur la qualité. Donc, vous allez devoir imprimer en 100 microns. Voilà, c'est annoncé sur le site d'Anycubic, c'est bien marqué que la vitesse maximale, c'est en 100 microns. Et bien entendu, vous allez devoir gérer très très bien vos supports. Donc là, c'est une pièce qui a été imprimée sans support, mais je vais vous montrer une pièce que j'ai imprimée également à cette vitesse-là, qui est très technique à imprimer. Ça s'appelle une tour de pi, non pas une tour de Pise, mais en fait, c'est une tour avec tous les chiffres du nombre pi. Je vais vous la montrer un peu plus en détail dans la vidéo de test des vitesses entre les deux machines, mais c'est quand même très très compliqué d'imprimer quelque chose comme ça en pleine vitesse. Vous voyez qu'il y a beaucoup de surplomb. Vous verrez, il y a des petits défauts au niveau des surplombs parce qu'il n'y a aucun support sur cette impression. Donc le but, c'était aussi de mettre à mal cette machine-là, qui finalement s'en est très bien sortie, honnêtement. Pour la vitesse à laquelle j'ai imprimé cette pièce, alors celle-ci fait 10 cm, un peu plus que 10 cm de haut. Il me semble, si je me rappelle bien, ou 10 cm, je ne sais plus. Attendez, on va regarder. Hop, ouais, c'est ça, 10 cm. Du coup, honnêtement, très très bon résultat pour le test. Là, pour moi, c'est clairement un test de torture pour la M7 Pro qui s'en est sorti très bien. Voilà, je vous le dis honnêtement. Donc de ce côté-là, Anycubic ne ment pas du tout sur son site. La vitesse maximale que vous pourrez atteindre avec cette machine, c'est bien 17 cm par heure
avec une résine bien entendu haute vitesse. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé de la résine High Speed de chez Anycubic, qui n'est pas la meilleure résine, mais qui vous permet quand même d'imprimer à des vitesses de folie. Le deuxième point positif de cette machine, eh ben, c'est tout simplement son écran 14K, donc une résolution très élevée, donc des détails d'impression qui peuvent être extrêmement fins quand vous allez imprimer sur cette machine. On n'a pas d'évolution sur la taille et la résolution de l'écran par rapport à sa petite sœur, à savoir la M5S Pro qui était déjà en écran 14K. Par contre, c'est un avantage par rapport aux machines de Elegoo qui ont des résolutions 12K, de la même manière chez Phrozen. Donc là, on a un écran avec une qualité un peu meilleure, puisque plus de pixels. Néanmoins, on le verra dans les points négatifs, le fait d'avoir un écran 14K amène d'autres problèmes, mais ça, j'en parlerai dans la seconde partie au niveau des points négatifs. L'autre point positif qui, lui, existe depuis la M5S, à savoir l'auto-nivellement et la gestion du capteur de force. Donc, il faut savoir que Anycubic était parmi les premiers à sortir une machine avec des fonctions d'auto-nivellement. Il y avait une marque qui était, entre guillemets, en termes de prototype sur le marché pour pouvoir sortir une machine avec un système d'auto-nivellement. Honnêtement, elle n'a, je ne sais même pas si elle est sortie au final. En tout cas, j'en ai jamais vu, ou alors que des reviews de prototypes, mais je ne l'ai jamais vu sorti sur le marché. Donc la M5S est venue quasiment en même temps et elle a pris tout simplement tout le marché. La M5S Pro, donc la grande sœur de la M5S, avait sorti des nouvelles fonctionnalités, notamment la fonctionnalité de détection de résidus, qui fait toujours partie de cette machine au niveau du système de détection avec le capteur de force. Vous avez un système équivalent sur la Saturn IV Ultra, mais voilà, Anycubic fait ça maintenant depuis quasiment 1 an et demi. Ils ont eu le temps de faire mûrir la chose, ça fonctionne très bien. Et surtout, ce qui est très intéressant avec ces machines, c'est que les détections de ces défauts sont couplées avec l'application Anycubic. Donc, si vous avez connecté votre machine en Wi-Fi et que vous avez l'application sur votre téléphone, bim, vous allez recevoir une notification qui vous dit « Attention, la machine s'est coupée, il y a eu une détection de résidus, vous avez eu un décrochage de l'impression, vous avez une notif. Si vous n'êtes pas à côté de votre machine, et que vous avez par exemple, alors soit une prise connectée, si vous voulez éteindre complètement la machine, soit vous pouvez tout simplement descendre dans votre local, aller vérifier votre impression et relancer. Si vraiment vous êtes sûr que tout va bien, vous pouvez dire vas-y, continue quand même. Mais personnellement, j'aime quand même vérifier ce qui se passe physiquement sur les machines. Donc voilà, le fait d'avoir une notif, quand vos imprimantes ne sont pas dans des pièces de vie où vous êtes régulièrement, ça vous permet d'aller vérifier votre machine, de vérifier ce qui se passe. Voilà, ça je trouve ça très bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque énormément sur la dernière Saturn IV Ultra. Alors, il faut savoir que Elegoo a travaillé sur la connectivité. Leur but, c'est clairement d'arriver avec une application Elegoo aussi. Hein. Donc, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Chez Anycubic, ça existe depuis la M5S. Donc voilà, ça fonctionne également très bien. Vous pouvez connecter toutes vos imprimantes Anycubic sur l'application depuis la M5S, depuis la Cobra 2, il me semble. Donc vous allez pouvoir gérer vos imprimantes FDM, vos imprimantes résine en même temps sur l'application. Vous pouvez voir le statut de l'impression, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a détecté des erreurs ou pas. Donc voilà, ça c'est très bien. Un avantage également sur cette machine, puisque c'est équipé de série, c'est tout simplement le bac chauffant. Donc vous avez maintenant un nouveau système de bac chauffant, je vous l'ai montré juste avant dans la vidéo, avec un système de pompe péristaltique qui va pomper la résine dans un système de chauffage et la réinjecter par un bord du coup chauffé pour avoir votre résine constamment chauffée. Alors ce n'est pas le meilleur système de chauffage de résine. Honnêtement, pour moi, le meilleur système de chauffage de résine actuellement, c'est celui de la JK2 de chez Uniformation ou celui de la Apex Maker, puisque c'est un système de chauffage qui vient par en dessous de l'écran, qui vient chauffer et qui du coup n'a pas de problème, entre guillemets, de panne qui pourrait survenir, comme ça pourrait être le cas avec ce bac-là. Pour l'instant, ce bac-là, j'ai pas encore le retour d'expérience puisque c'est une machine que j'ai que depuis un mois et demi. Donc, est-ce que c'est fiable dans le temps? Est-ce que ça va durer au niveau de la pompe péristaltique? Voilà, j'en sais rien.
On viendra après un petit peu sur des questionnements, mais celui-ci, même si le bac chauffant est un avantage, j'ai envie de dire, j'aurais préféré le même système que sur la M5S Pro, avec le petit module de chauffage à côté, qui au moins s'il est mort, vous le remplacez, vous en mettez un autre, ça coûte pas cher. Alors que là, il faut remplacer un bac complet. Donc voilà, si vous aviez mis un film un peu particulier sur le bac, comme moi je l'ai fait sur cette machine, avec un film TCF, c'est un film qui coûte quasiment 50 € le film, plus le prix du bac, avec le système de chauffage. Je suis pas sûr que ça soit très rentable. Elegoo avait fait le choix de mettre un système de chauffage externe, comme c'était le cas par exemple sur la M5S Pro de chez Anycubic. Donc voilà, c'est un avantage parce qu'il est de série sur la machine, ce qui n'est pas le cas de sa concurrente de chez Elegoo, hein, qui nécessite d'investir un peu plus pour l'avoir. Ça fonctionne très bien, ça chauffe très bien la résine puisque c'est un système dynamique. En plus de ça, derrière, ça va quand même vous faire une circulation de la résine, ce qui va éviter que les phases se séparent et du coup d'avoir des différences de coloration dans vos modèles, etc. Mais donc voilà, en termes de fiabilité, j'en sais rien. Donc je vous le dis honnêtement, je ne sais pas si c'est fiable sur 1 an, 2 ans, 3 ans, aucune idée. Cette machine a un autre avantage que n'a pas ses concurrentes, en tout cas pas toutes ses concurrentes. C'est un système d'auto-remplissage et de purge de résine. Alors certes, ce n'est pas le meilleur système d'auto-remplissage ou de purge du marché. C'est exactement le même que celui, pour vous donner un exemple, de la Jupiter SE de chez Elegoo ou de la M3 Max de chez Anycubic. Donc ça fonctionne, par contre c'est extrêmement lent. Donc si vous voulez remplir votre bac de résine ou le purger, personnellement, remplir un bac de résine, ça prend 2 secondes, vous versez avec la bouteille, honnêtement, aucun intérêt. Alors si vous avez le système d'auto-remplissage, c'est-à-dire que si maintenant vous allez consommer plus que 1 litre de résine, ce qui n'arrive jamais, hein, honnêtement, vous n'aurez jamais 1 kg de résine qui va partir sur ce volume d'impression. Mais voilà, si vraiment vous voulez être sûr, vous mettez une bouteille à l'arrière et ça va se remplir dès que la machine va détecter que le niveau arrive trop bas. Voilà, personnellement, sur ces tailles de machine, c'est bien. Mais voilà, c'est pas non plus le point le plus important sur ce type de machine. Ce qui par contre sur une M3 Max ou une Jupiter, donc des machines beaucoup plus grandes, devient quasiment indispensable, notamment parce que c'est très difficile d'avoir un bac avec un très gros volume. Donc c'est bien. Là où c'est intéressant, c'est plutôt la purge. Donc pour vider le bac et remettre dans la bouteille sans avoir à se salir les mains, prendre le bac, éviter d'en mettre un peu partout. Voilà, là ça devient intéressant parce que ça vous évite en fait des accidents. Vous allez vider le plus gros de la résine du bac, vous allez le remettre dans la bouteille. Tout ça sans toucher en fait, hein, vous lancez le truc, la machine elle se coupe toute seule, il n'y a vraiment aucun problème. Il restera de la résine dans le bac qu'il faudra nettoyer de toute façon à la main si vous voulez changer de type de résine. Mais voilà, ça va vous enlever le plus gros. Par contre, c'est extrêmement lent et c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais fait une petite vidéo qui vous permet de faire vous-même une pompe de vidange en fait, hein, de votre bac. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous mets le lien juste ici si jamais ça vous intéresse. C'est une pompe que vous pouvez faire totalement vous-même, il n'y a pas de composants très compliqués à utiliser. Alors ça va vous revenir quand même à un certain prix puisque il y a une pompe péristaltique beaucoup plus puissante. Par contre, en 1 minute, le bac il est vide. Hein. Alors que là, vous pouvez passer une demi-heure pour que le bac se vide. C'est très lent. Ce nouveau bac est également équipé d'un système d'auto-nettoyage. Alors c'est un système qui est un peu particulier puisqu'en fait il est lié au fait que le bac soit auto-chauffant avec ce système de pompe. Et donc forcément quand vous allez vouloir le nettoyer, le purger, vous allez devoir nettoyer également toute la tubulure qui est à l'intérieur et qui permet en fait de chauffer. Donc c'est sympa parce que vous avez un système de circulation. Vous devez vider votre bac, enlever la résine qu'il y a dedans. Une fois qu'il n'y a plus de résine, vous mettez de l'isopropanol ou du Resin Away. Ça peut être n'importe quel détergent pour résine. L'alcool, pas assez efficace. Hein, donc je vous déconseille de mettre de l'alcool, pas parce que ça va abîmer la machine, mais tout simplement parce que voilà, ça nettoie pas assez bien. Donc soit Resin Away, soit isopropanol. Ou du détergent par exemple de chez Sunlu, qui marche très très bien. Je vous mettrai les liens, si vous voulez, dans la description de ces produits-là.
Et donc la machine va faire circuler en fait le liquide de rinçage dans le système de chauffage, comme elle le ferait quand elle chauffe, mais du coup sans chauffer, donc elle ne va pas activer le système de chauffage, et elle va du coup diluer toute la résine qui est restée dans le circuit dans le bac. Alors ici, il préconise de mettre à peu près 200 ml de détergent, moi en général j'en mets plus. De toute façon, je vais compléter ce qu'il y a besoin dans ma wash and cure. Moi j'ai une wash and cure de 50 litres, donc honnêtement mettre 200 ou 300 millilitres, c'est ce que je vais perdre par semaine en isopropanol quand je vais faire mes différents nettoyages. Donc je dois quand même en rajouter régulièrement dans ma wash and cure. Et du coup, quand je nettoie mon bac, je mets un peu de détergent et ensuite je le vide dans la wash and cure pour ne pas le perdre et pas gâcher. Moi, je vous conseille de faire 2 nettoyages. Si vous voulez changer de couleur de résine, je vous conseille d'en faire 3. Parce que si vous voulez notamment faire de la résine translucide, vous passez par exemple d'une résine grise à de la résine translucide, vous allez avoir des restes de résine, même si c'est très peu de résine, qui vont venir contaminer en fait votre résine clear. Et ce qui fait que vous pouvez avoir des petites zones pas très belles, pas très transparentes. Donc voilà, si vous voulez vraiment passer d'une résine clear, enfin d'une résine pas clear à une résine clear, vous allez devoir faire 2 ou 3 nettoyages pour que le bac soit quand même très propre. Donc, autant le système de nettoyage automatique, c'est très bien, autant c'est quand même un peu chiant, on en parlera dans la partie point faible. Le point positif, c'est que cette machine est équipée d'un filtre à charbon. Donc, si vous n'utilisez pas l'auto-remplissage et l'auto-purge comme moi, vous avez la possibilité de mettre leur petit filtre à charbon qui est fourni de série également sur cette machine, ce qui n'est plus le cas sur la nouvelle machine Elegoo. Vous allez devoir acheter un système de chauffage et un système de filtration. Donc voilà, c'est une dépense en plus. Est-ce que c'est important? J'en sais rien. Personnellement, mes machines sont dans mon atelier. J'ai un système de filtration de l'air de l'atelier, donc j'en ai pas forcément besoin. Mais pour les personnes qui ont un petit atelier, qui n'ont pas forcément mis en place le système de ventilation et de filtration d'air de tout l'air de la pièce, voilà, c'est toujours mieux que rien. Ça vaut ce que ça vaut. Faut les remplacer, enfin, faut remplacer les filtres qu'il y a à l'intérieur. Chose un peu dommage, c'est que ce sont des petits filtres à charbon que vous avez maintenant à l'intérieur. Regardez, hop, voilà, c'est quand même relativement petit. C'est vrai qu'on a déjà eu des machines avec des grands filtres à charbon qui existaient et je trouve ça dommage que du coup on ait des tout petits filtres à charbon sur cette machine. Mais ils ont quand même fait l'effort de le mettre malgré que le port USB de série est plutôt occupé par le système d'auto-remplissage. Voilà, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez utiliser le port USB pour brancher ce système-là. Un avantage de cette machine qui commence à devenir de série sur quasiment toutes les machines concurrentes, mais je veux quand même le dire parce que c'est quand même un point fort, parce que sur cette machine, il n'est pas géré de la même manière que sur les autres machines, c'est la connectivité Wi-Fi. Alors sur les autres machines, vous allez pouvoir lancer une impression en Wi-Fi, c'est très bien, c'est joli. Sur certaines, vous allez pouvoir en Wi-Fi récupérer des timelapses, avoir une caméra intelligente qui pour l'instant n'est pas encore été utilisée à son plein potentiel, mais voilà, c'est tout. Vous allez quand même devoir aller sur votre PC pour pouvoir contrôler ce qui se passe, si vous voulez une surveillance, etc. Là, vous aurez directement une application mobile qui est reliée à la machine et qui vous enverra des notifs si jamais il y a le moindre souci, sur laquelle vous pouvez également suivre l'avancée de votre impression s'il y en a une. Donc vous aurez une notif quand l'impression est finie également, qu'elle ait eu des soucis ou pas, hein, voilà, mais vous aurez une notif vous disant c'est fini, vous pouvez aller voir la machine, vous pouvez relancer quelque chose si vous voulez. Donc cette connectivité via une application Anycubic, c'est pour moi un des gros avantages de cette machine, qui était déjà le cas dans la M5S, qui était encore le cas dans la M5S Pro, et qu'ils ont gardé fort heureusement sur la M7 Pro. Le plateau gravé au laser, pareil, ça devient de série sur toutes les machines de cette catégorie. Par contre, le plateau de cette machine, pour moi, a un gros avantage par rapport à tous les nouveaux plateaux exotiques qui sortent en ce moment. C'est que c'est un design très simple. Vous avez 2 pans, pas de zone d'accroche pour avoir de la résine qui resterait coincée à l'intérieur. Donc un plateau déjà que vous pouvez prendre et balancer dans la wash and cure. Vous n'avez pas de risque. Ce qui n'est plus le cas par exemple avec les nouveaux plateaux de la Saturn 4 et de la Saturn 4 Ultra. Si vous foutez à tremper dans une wash and cure, votre plateau il est mort. Ou en tout cas vous allez galérer à enlever tous les résidus de résine et de nettoyant. Donc voilà, très compliqué. Ça, je trouvais que c'était un point faible de la dernière Saturn, enfin des dernières générations de Saturn.
Là, ils sont restés sur un modèle de plateau très simple. Ils ont quand même appris de la M5S. La M5S avait un plateau qui ne pouvait pas être nivelé manuellement. Quand ils sont passés sur la M5S Pro, ils ont mis les vis de réglage pour pouvoir quand même corriger le nivellement manuellement. Même s'il y a un auto-nivellement, vous pouvez quand même ajuster la planéité vis-à-vis de l'écran pour que les deux se plaquent bien, pas que vous ayez un côté relevé. Donc ça, ils l'ont gardé par rapport à la M5S Pro. Sur cette M7S Pro, donc ça c'est que du positif au niveau du plateau. Pour moi, ce type de plateau est beaucoup plus intéressant que les nouveaux plateaux des Saturn. Donc autant le bac de résine, c'est une chier à nettoyer, autant le plateau, c'est du bonheur. Donc ça, voilà, on va dire que ça compense, notamment le fait, si vous ne changez pas beaucoup de résine, ou en tout cas de couleur de résine, honnêtement, ça ne sera pas un point faible, le fait que le bac soit un peu chiant à nettoyer, puisque vous n'aurez pas besoin de faire de purge de tout le système, puisque vous restez sur les mêmes couleurs. Donc en soi, c'est uniquement si vous voulez faire un petit rinçage du système, vous mettez votre programme de nettoyage. Mais dans 95% des cas, vous restez sur des résines de même couleur, ou alors vous vous en foutez de la couleur parce que c'est des impressions résine que vous allez peindre. Et donc là, pareil, qu'il y ait une contamination ou pas, en fait, on s'en fout. Donc honnêtement, cette machine est quand même très agréable à utiliser, très facile à nettoyer, puisque ce que vous allez nettoyer le plus souvent, au final, c'est le plateau et pas forcément le bac de résine. Un des gros avantages de cette machine, qui a été également une nouveauté dans la concurrence, c'est tout simplement les mises à jour à distance du firmware de la machine. Donc désormais, via l'application mobile, vous allez pouvoir mettre à jour le firmware de la machine en sans fil via Wi-Fi, comme vous pouviez le faire sur les machines Anycubic FDM. Maintenant, vous allez pouvoir le faire sur les machines résine. Donc ça également un point fort, puisque vous n'avez plus à chercher les mises à jour. Elle vous le propose, vous pouvez accepter ou pas, mais je trouve que c'est très bien. Ça, c'est une très bonne avancée, parce que autant avant, c'était cancer de mettre à jour des firmwares de machines, et notamment, c'était souvent des firmwares qui corrigeaient des bugs. Vous n'aviez pas d'information une fois que vous aviez acheté la machine qu'un nouveau firmware sortait. Donc en fait, si vous n'alliez pas voir sur le site du fabricant, vous n'aviez jamais l'information qu'il y avait une nouvelle version de firmware disponible qui corrigeait des petits bugs, qui optimisait le système de fonctionnement, qui optimisait par exemple les systèmes de ventilation, etc. Donc derrière, eh ben, vous étiez un peu livré à vous-même. Donc là, c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup ce système-là. Vous l'avez vu également dans ma review de la Saturn 4 Ultra. Les mises à jour automatiques, c'est un point qui revient maintenant systématiquement et qu'il ne faut surtout pas oublier pour les futures machines. C'est vraiment très important et c'est surtout beaucoup plus sécurisant pour les gens qui utilisent ces machines-là, puisque derrière, si vous avez vraiment un gros correctif à faire, le fabricant vous l'envoie, il vous le propose, vous l'acceptez, bim, c'est parti et vous n'avez rien à penser. Rien à chercher, rien à télécharger, rien à mettre sur une clé USB, puis ne pas vous tromper dans l'ordre. Donc voilà, gros point positif. Un point positif, mais qui peut paraître anecdotique sur cette machine par rapport à certaines de ses concurrentes, c'est que le port USB est situé sur la partie avant de la machine. Alors elle est sur le côté, ce n'est toujours pas ce que je préfère. Personnellement, je préfère les avoir en façade. Mais voilà, sachez que c'est quand même toujours plus agréable de chercher le port USB à l'avant qu'au fond, à l'arrière de la machine. Alors vous allez me dire, avec les nouvelles machines qui sont pilotables en Wi-Fi, pourquoi utiliser des clés USB? Eh bien tout simplement pour des raisons de fiabilité. Alors moi personnellement, je suis un vieux de la vieille, j'utilise des clés USB quasi systématiquement parce que je n'ai pas confiance dans les transferts de données Wi-Fi. Même si en fait le transfert de données Wi-Fi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transférer le fichier, l'enregistrer sur la machine, donc dans une petite mémoire de la machine, et ensuite le lancer de la machine. Moi personnellement, voilà, je suis un vieux con, j'utilise des clés USB, je trouve ça très bien, très fiable. Au moins je peux faire une remise à zéro de la machine. Et l'autre avantage d'utiliser une clé USB, c'est que si vous avez plusieurs mêmes machines, vous allez pouvoir mettre le fichier sur une clé USB, l'enregistrer sur la machine, puis le passer sur la machine suivante, l'enregistrer sur la machine, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus rapide en fait. Donc voilà. Vieux con, mais ça fonctionne très bien. Et donc moi j'aime beaucoup avoir les ports USB sur l'avant. Un des autres avantages de cette machine, c'est que le volume d'impression est un tout petit peu plus grand
que ses concurrentes. Alors honnêtement, ça ne va pas casser trois pattes à un canard, mais voilà, il faut le savoir. Donc c'est un des points forts de cette machine par rapport à d'autres machines de la même catégorie. La machine est relativement compacte, comme vous pouvez le voir, hein. Elle ne prend pas forcément beaucoup de place, elle est très compacte d'un point de vue dimension latérale, profondeur et hauteur. Ce qui n'était pas le cas à l'époque avec la M3 Premium, qui était immense par rapport au volume d'impression que pouvait réaliser la machine. Depuis, avec la M5S et la M5S Pro, et maintenant avec cette M7 Pro, Anycubic a franchement rattrapé son retard et sait maintenant faire des machines compactes qui permettent d'imprimer quand même des volumes d'impression relativement corrects. Un des gros avantages également de cette machine, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir de tilt. Alors oui, ça peut vous paraître incohérent, puisque dans la vidéo de review de ses concurrentes, je vous disais que le tilt pour moi était un gros avantage. Alors le tilt est un gros avantage parce qu'il facilite les réglages de la machine, puisque vous avez beaucoup moins de réglages à devoir mettre en place. Vous choisissez soit mode lent, soit mode rapide, basta, et les paramètres d'exposition de votre résine. Donc c'est très facile à régler, et c'est pour ça que sa concurrente, notamment la Saturn 4 Ultra, est une machine qui est quand même relativement facile à prendre en main. Par contre, là où moi j'étais frustré par rapport à cette machine-là et que je retrouve fort heureusement sur celle-ci, c'est le fait de pouvoir régler l'intégralité des vitesses de la machine. Et c'est d'ailleurs pourquoi sur cette machine, vous pouvez atteindre 170 mm par heure de vitesse d'impression, donc de hauteur d'impression, tout simplement parce que vous avez l'accès à l'intégralité des réglages pour pouvoir imprimer. Donc vous n'êtes pas tributaire d'un système interne de la machine qui a ses propres vitesses et que vous ne pouvez pas régler. Là, vous allez pouvoir toucher à tous les paramètres. Donc, quand vous avez un petit peu de bouteille et que vous savez faire de l'impression résine, personnellement, je préfère ce système-là où vous allez pouvoir trifouiller à tous les réglages très finement et où vous allez pouvoir adapter les paramètres en fonction de votre vitesse, des épaisseurs de couche, du type de résine, des types de supports que vous allez utiliser et des types de modèles que vous allez imprimer. Donc, en fait, vous allez vraiment pouvoir adapter totalement vos paramètres d'impression avec votre imprimante. Ce qui n'est pas le cas sur certaines machines de la concurrence et notamment les machines avec un tilt. Un autre avantage de cette machine, c'est très con, mais c'est tout simplement le bouton d'allumage en façade avant. C'est ce que je vous disais. Si vous avez vu ma vidéo sur la Saturn 4 Ultra, je regrettais que le bouton d'allumage ait été mis à l'arrière. Là où la Saturn 2, donc ma version précédente, le bouton était à l'avant. C'était très pratique. Et bien Anycubic, ils ont compris ça et ils l'ont mis à l'avant, ce qui n'était pas le cas sur ses petites sœurs, la M5S et la M5S Pro, où le bouton était tout simplement sur la partie arrière. Au niveau maintenance, c'est une machine qui sera très facile à entretenir. Alors certes, c'est lié au fait que vous avez un capot cloche, mais l'avantage de ce capot cloche, c'est qu'il vous donne accès à l'intégralité de la machine, notamment sur la partie axe Z, sur la partie arrière. Vous pourrez vraiment démonter très facilement et au besoin pour accéder aux rails ou autres, si vous voulez les graisser, si vous voulez les remplacer, enfin bref, voilà. Donc au niveau maintenance, c'est une machine qui sera quand même très facile à entretenir. Le capot peut être retiré si jamais vous ne l'utilisez pas. Bien entendu, on le verra dans les points faibles, hein, ce capot a d'autres inconvénients. Mais par contre, il vous donne une facilité d'accès à l'intérieur de la machine. Vous allez pouvoir vraiment manipuler comme vous le voulez dans la machine. Vous n'aurez pas d'espace restreint à l'intérieur pour pouvoir manipuler vos impressions, pour mettre une caméra ou autre, enfin tout ce que vous voulez mettre autour de votre machine. Vous n'allez pas être limité non plus quand vous allez manipuler votre bac, votre plateau, vous risquez de taper dans différents éléments. Donc certes, ce bac-là, cette cover a des inconvénients, mais elle a également des avantages. Donc il faut toujours faire la part des choses. Ce n'est pas le système que je préfère, mais par contre d'un point de vue maintenance, c'est clairement les meilleurs systèmes qui existent, puisque derrière, il vous laisse accès complètement à l'intérieur de la machine. Après les points forts, on va maintenant voir les points faibles. Alors, c'est des points faibles ou des points d'amélioration pour des futures machines.
Bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes. Je vous donne une liste exhaustive de ce que moi je considère comme des points faibles. Ça ne veut pas dire que ce sont des points qui font que la machine est une mauvaise machine. C'est vraiment pour comparer aux autres machines de sa même catégorie et de se dire, ok, ils auraient pu faire mieux sur certains points, puisque la concurrence a fait mieux sur certains points. Bien entendu, cette machine a fait mieux que la concurrence sur d'autres points. Donc, c'est toujours à contrebalancer. Par contre, je trouve ça toujours important de vous montrer les points faibles parce que c'est cela qui va conditionner ou non votre achat entre cette machine et une autre en regardant, bah, ok, sur cette machine, les points forts sont ceux-là, les points faibles sont ceux-là. Sur une autre machine, on est comme ça, plus à l'équilibre. C'est plutôt ça que je recherche, ou c'est plutôt ça, ou c'est plutôt ça. Enfin voilà, donc ça vous permet juste de bien savoir ce que vous allez acheter. Ça vous permet également de savoir quelles seront les contraintes liées à la machine que vous allez acheter. Le premier point, je vous le disais, tout simplement dans les points forts, c'est le bac chauffant. Puisque, comme je vous le disais, en termes de fiabilité et en termes de nettoyage, fiabilité, je ne sais pas si c'est fiable dans le temps. Voilà, moi je l'utilise depuis quelques mois. Elle tourne quand même relativement à fond avec moi, hein, puisque moi je mets un peu à rude épreuve les machines. Mais néanmoins, dans le temps, je ne sais pas si ça tiendra le coup. Après, il faut savoir que même si le système de chauffage ne fonctionne pas, c'est pas très grave. Vous pouvez faire fonctionner la machine à pleine vitesse sans chauffage. D'ailleurs, moi je l'ai fait sans chauffage. À vitesse maximale pour voir si la machine tout simplement y arrivait, donc c'est possible. Par contre, c'est vrai que pour la stabilité des impressions, le bac chauffant est quand même un avantage, donc voilà, il faudra voir dans le temps. Au niveau du nettoyage, comme je vous l'expliquais, ça sera contraignant quand vous allez vouloir changer de couleur de résine, par exemple du gris vers du blanc ou du blanc vers du transparent. Voilà, donc si vous changez régulièrement de couleur de résine, c'est un point qui va vous handicaper par rapport à une machine où vous venez gratter la résine avec votre spatule silicone, vous changez de résine et puis c'est fini, basta. Là, il va falloir purger le bac 2-3 fois pour avoir un bac propre. Si par contre vous changez jamais de résine, ça ne sera pas un point faible puisque tout simplement les couleurs, voilà, entre du gris et du gris foncé, honnêtement, vous verrez aucun problème. Et au contraire, vous aurez une meilleure homogénéité de la résine dans le bac puisqu'il y a cette circulation de résine qui se fait. Donc voilà, vous n'aurez pas de système de décantation, enfin de principe de décantation dans le bac où vous allez avoir une zone pleine de pigments sur le fond et une zone un peu translucide sur le dessus du bac parce que vous aurez laissé pendant, je ne sais pas, une semaine votre machine sans tourner. Un des autres points faibles, je vous en parlais juste avant la fin des points forts, c'était la cloche. Donc le système de cover en cloche qui vient se soulever, que vous devez trouver un endroit pour le poser. Alors chez moi, dans mon atelier, vu qu'il n'y a plus de place, c'est par terre. Donc voilà, c'est un peu chiant. Mais néanmoins, comme je vous le disais dans les points forts, c'est un système qui vous permettra tout simplement d'accéder à l'intégralité de la machine. Donc, point faible, point fort. C'est sûr que d'un point de vue utilisation au quotidien, je préfère un capot à soulever. Vous avez besoin en général que d'une main pour soulever le capot. Là, il vous faudra systématiquement les deux mains. Il y a des petits malins qui s'amusent à mettre des poignées sur le dessus pour pouvoir soulever à une main. C'est quelque chose que vous pourrez rajouter, hein, c'est pas un souci, vous percez deux trous, vous mettez votre poignet. Donc ça c'est à vous de voir. C'est le système le moins cher, hein. Honnêtement, ce système de cloche, voilà, c'est un système où il n'y a pas besoin de charnière, où il n'y a pas besoin de système de rotation. C'est un simple cube qui est posé par-dessus. Mais par contre, voilà, ça a fait ses preuves depuis les premières machines résine grand public. Donc, bon, point faible, voilà, ça a fait ses preuves, ça fonctionne. Si la cloche, elle vous fait chier et que vous ne voulez pas l'avoir, vous la mettez dans un placard, dans votre garage, parce que votre atelier n'a pas besoin tout simplement de cette cloche-là, parce que vous filtrez l'air, parce que vous n'y êtes jamais à part pour imprimer, et donc vous voulez avoir accès directement à la machine. Voilà, c'est à vous de voir. Étant donné que c'est un système de bac chauffant, donc c'est le bac qui va chauffer la résine, l'avantage de cette cloche-là, c'est que vous pouvez la virer, puisque ce n'est pas la machine, l'environnement de la machine qui va chauffer, contrairement par exemple à une M5S Pro ou à une Saturn 4 ou 4 Ultra, dans laquelle vous allez mettre un système de chauffage soufflant. Donc là, vous allez chauffer l'environnement à l'intérieur de la machine. Et donc là, forcément, vous ne pourrez pas laisser ouvert la machine, puisque sinon le chauffage ne servira à rien. Donc là, le fait d'avoir le bac chauffant, en fait,
vous affranchit de mettre la cloche ou pas. Vous aurez un peu de déperdition de chaleur au niveau du bac sur la partie supérieure de la résine, mais ça sera jamais foufou, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup plus efficient de fonctionner comme ça, et c'est pour ça que je préfère les bacs chauffants par en dessous. Alors là, le système se fait avec une rotation, en tout cas une circulation de résine, mais c'est justement pour ça, c'est que la machine n'a pas besoin d'être tempérée quand vous avez ces systèmes-là. Un des points négatifs, même si c'est également un point positif, ce sont les pixels de cette machine. Donc cette machine a une résolution 14K. Le problème de ces résolutions-là, alors c'est déjà un peu le cas avec les machines 12K, mais ça l'est d'autant plus avec les machines 14K écran 10 pouces. Je précise écran 10 pouces, puisque les pixels sont rectangles. Donc du coup, très compliqué d'ajuster les angles pour pouvoir avoir des côtés bien lisses, puisque vous allez avoir un angle optimal sur un des axes et un autre angle sur un des autres axes, puisque le pixel est rectangle tout simplement. Donc c'est un petit peu plus compliqué à gérer si maintenant vous voulez imprimer un cube parfait pour avoir tous les angles qui seront très propres sans avoir des effets d'escalier. Ça va être un peu plus compliqué à gérer d'un point de vue calcul mental, mais par contre c'est vrai que la résolution 14K est très intéressante, puisque vous avez une très bonne résolution, vous avez une très bonne finition de vos pièces, mais sachez que ce ne sont pas des pixels carrés, et ça c'est chiant, parce que moi je préférerais avoir une nouvelle machine avec un écran 12K ou 14K, peu importe, mais des pixels carrés, c'est-à-dire le même nombre de pixels, enfin la même dimension de pixels en X et en Y. Comme ça, d'ailleurs, c'est très facile de calculer et il n'y a pas de différence entre le côté X et le côté Y, où vous allez avoir des moirés qui vont apparaître. Enfin bref, si vous ne connaissez pas le concept des moirés, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Mais voilà, c'est ça le principal problème de ces pixels rectangles, c'est qu'ils vont potentiellement vous causer des effets d'escalier et des moirés. Et cela peu importe l'épaisseur de couche que vous allez mettre. Si vous augmentez les épaisseurs de couche pour faire du 100 microns, forcément vous les verrez d'autant plus. Et bien entendu, si vous mettez du 20 ou du 30 microns, vous les verrez beaucoup moins. Mais vous les verrez quand même, puisque c'est des moirés que vous aurez en XY et non pas en Z. Un des petits points faibles de cette machine, c'est qu'elle n'a pas de pied réglable. Voilà, si je vous soulève la machine, hop, ce sont tout simplement des simples pieds. Alors je vous l'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. C'est vrai que ça c'est un peu dommage, puisque c'est un des points faibles chez Anycubic sur ces machines-là. C'est que si vous n'avez pas un plan de travail de niveau, votre machine ne sera pas de niveau. Donc si votre plan de travail il est en pente, votre machine elle sera en pente, et donc forcément le niveau de la résine, lui il sera de niveau, puisque gravité. Mais le problème, c'est que vous aurez un côté de votre bac où vous allez avoir beaucoup de résine, et un côté où vous allez avoir un tout petit peu de résine, puisque voilà. Alors c'est pas comme ça, hein. C'est plutôt là vous avez votre niveau de résine, et si vous avez le plan qui est comme ça, voilà, vous allez avoir beaucoup ici et un petit peu ici. Voilà, désolé, hein, c'est peut-être pas très clair, mais je pense que vous comprenez l'idée. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les machines avec des pieds réglables. Déjà, ils vous permettent, si votre plan de travail n'est pas totalement plat, de pouvoir ajuster les pieds pour être de niveau. Mais en plus de ça, si vous n'êtes pas de niveau par rapport à votre plan de travail, vous allez pouvoir corriger ce nivellement de la machine et donc éviter d'avoir des zones dans le bac de résine avec moins de résine d'un côté et plus de l'autre, ce qui pourrait vous faire rater des impressions par tout simplement manque de résine sur un côté. Un des petits points faibles également de cette machine, vous l'avez vu, vous avez un seul port USB sur cette machine. Alors un seul port USB dans la machine, hein, vous avez bien sûr le port USB qui vous sert à brancher une clé USB pour charger des fichiers. Mais d'un point de vue fonctionnalité, en tout cas accessoire de cette machine, vous n'avez qu'un seul port USB. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas brancher à la fois le système d'auto-remplissage et de purge et le système de filtration. Donc il va falloir faire un choix entre les deux. Et ça, je trouve ça dommage, puisque il y a des machines où vous avez deux ports USB. C'était le cas notamment sur la M3 Premium à l'époque. Hein. Alors les deux ports USB étaient utilisés pour mettre deux systèmes de filtration, un de chaque côté, mais vous aviez deux ports USB. Donc on aurait très bien pu imaginer sur cette machine avoir un port USB
pour l'auto-remplissage, un port USB pour le système de filtration. Alors là, le problème, c'est qu'il y a le bac avec le système de chauffage, ce qui fait qu'il y a un déport sur l'arrière de ce système de chauffage qui vous empêche de mettre à cet endroit-là, en fait, le système de filtration. Après, libre à eux de rajouter, par exemple, le système de filtration au-dessus du système d'auto-remplissage. Ça aurait très bien pu être fait. Honnêtement, pour alimenter ça, je pense qu'une pile bouton, ça suffit. Enfin, ça consomme que dalle. Donc, d'un point de vue alimentation, quand je vois la puissance de la pompe de purge, qui doit être proche du néant, alimenter les deux via un USB, c'est très largement faisable, mais il aurait fallu revoir le design de cet accessoire qui est utilisé sur d'autres machines d'Anycubic. Donc, créer un filtre et un système d'auto-remplissage dédié à cette machine. Là, ils ont pris le système existant de filtre, ils ont pris le système d'auto-remplissage de la M3 Max et ils les ont mis sur cette machine. Donc, voilà, là, on va dire que c'est plus un choix économique et de standardisation des accessoires chez Anycubic, mais je trouve ça un peu dommage. Un des autres points faibles, c'est que pour l'instant, cette machine n'est compatible que sur Anycubic Slicer, enfin Photon Workshop, et Shitubox. Voilà, pour l'instant, Litchi Slicer n'a pas encore de version compatible avec la M7 Pro. Bien entendu, Litchi Slicer en sortira une. Ils le font systématiquement. D'ailleurs, c'est le slicer qui a accès au plus de machines. Mais pour l'instant, ils n'ont pas eu cette machine en test. Donc, ils n'ont pas encore pu coder le système d'enregistrement des données sur cette machine pour pouvoir réaliser des impressions 3D. Dès qu'ils la recevront chez Litchi Slicer, puisque je suis en relation avec Thomas de Poly Workshop, ils le mettront à jour et vous aurez bien entendu accès à cette machine. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser Litchi Slicer, sachez que si vous achetez cette machine, il va falloir attendre pour l'utiliser. Donc vous allez devoir utiliser soit Photon Workshop, qui lui est gratuit et fourni avec la machine. Honnêtement, c'est pas un bon slicer. Voilà, je vous le dis clairement, hein, je ne l'utilise jamais. J'ai dû l'utiliser pour cette machine pour pouvoir faire les tests. Par contre, en fait, ce que je faisais, c'est que j'utilisais Shitubox Pro. Je préparais mes fichiers dans Shitubox Pro, je les exportais en format STL et derrière, je les chargeais uniquement dans Photon Workshop pour pouvoir tout simplement appliquer les paramètres d'impression qui se gèrent de la même manière entre tous les logiciels et enregistrer le fichier. Par contre, je ne préparais, mais alors pas du tout, mes modèles dans Photon Workshop puisque tout simplement, c'est un slicer de merde. Voilà, je vous le dis honnêtement, hein, si vous avez une machine Anycubic et que vous utilisez ce slicer, arrêtez tout de suite, passez soit sur Litchi, soit sur Shitu, mais arrêtez Photon Workshop, c'est vraiment pas un bon slicer. Ils ont fait des efforts, il y a des grosses améliorations qui ont été faites en même temps que la sortie de cette machine, mais ça ne vaut toujours pas les performances de Shitubox ou de Litchi. Donc voilà, sachez que si vous utilisez Litchi, il faudra attendre, c'est une question de temps, ça arrivera très bientôt, mais pour l'instant, ça n'est pas encore accessible au moment où je sors cette vidéo. Un autre point faible de cette machine par rapport à des concurrentes de la même catégorie, notamment la Phrozen Mighty Revo et la Saturn 4 Ultra, cette machine n'a pas de caméra embarquée, donc vous ne pourrez pas faire de timelapse, surveiller votre imprimante à distance, même si vous devez avoir accès à un ordinateur pour le faire. Mais voilà, sachez que cette machine n'a pas de caméra embarquée, donc par rapport à ses concurrentes, c'est un point faible. Voilà. Est-ce que la caméra est utile? Honnêtement, je ne l'utilise que pour faire des timelapse sur la Saturn 4 Ultra. Sinon, je ne l'utilise pas du tout. Le système d'intelligence artificielle n'est toujours pas opérationnel. On n'a toujours pas eu de mise à jour. Alors, la machine est sortie il y a un mois, hein, donc voilà, il faut attendre un petit peu. Mais pour l'instant, elle ne sert qu'à faire des timelapse. Donc, est-ce que c'est réellement utile? Voilà, donc ils ont pris le parti de ne pas en mettre dans la M7 Pro. Est-ce que c'est réellement un point faible? En tout cas, c'est un point de différence par rapport à ses concurrentes, mais ce n'est pas vraiment un point faible. Autre petit point faible pour cette machine, c'est tout simplement lié encore une fois au design du bac de résine, c'est que vous avez un seul bec verseur et que ce bec verseur n'est pas forcément très bien designé. Je pense notamment à la dernière Elegoo où là le bec verseur est vraiment très bien pensé. Il n'y en a qu'un également, donc si vous êtes gaucher, vous êtes baisé. Mais par contre, le bec verseur est très bien designé et vous permet de vider efficacement le bac. Là, on est sur un système de bec verseur classique, un peu merdique, un peu bancal. Vous risquez, si vous versez trop vite la résine, si vous décidez de la vider à la mano, de foutre un peu de résine un peu partout.
donc entonnoir obligatoire. Sur les deux dernières Elegoo Saturn 4, vous n'avez pas besoin d'entonnoir, hein, vous versez, ça va toujours tomber tout pile au même endroit, ça va pas dégueuler de chaque côté. Donc voilà, ça c'est un petit point de design qui pourrait être amélioré. Un autre point faible, alors je vais être très cash, le design de cette machine est quand même relativement basique. Alors certes, ils sont repassés sur un capot noir, tout en sachant que Anycubic étaient les premiers à sortir une machine en capot noir. C'était à l'époque de la Photon Mono X 6K Tribe Edition. S'il y en a qui se souviennent de cette machine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À l'époque, moi j'avais eu la version normale, donc la jaune, mais ils avaient sorti une édition spéciale avec un capot noir et un mandala sérigraphié sur la partie avant de la machine, hein, un mandala blanc, pour une collaboration avec My Mini Factory et notamment la sortie de leur système de Patreon qui s'appelle Tribe à l'époque. Donc voilà, c'était les premiers à sortir des machines avec des capots noirs pour des machines grand public, hein. Il y en avait d'autres avec des capots noirs qui existaient déjà. Mais voilà, donc ils sont revenus sur un capot noir sur cette machine-là. Par contre, c'est vrai que le design est voilà, plutôt basique par rapport à des nouvelles Elegoo où le design est très futuriste, avec des beaux angles saillants, etc. Donc on aime, on n'aime pas. Ça, c'est une question de goût. Moi, personnellement, je préfère le design très futuriste des nouvelles Elegoo plutôt que cette Anycubic. Néanmoins, c'est pas ça qui va changer la fonctionnalité et le fonctionnement de la machine. Voilà, c'est un choix, on aime, on n'aime pas, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils préfèrent ça plutôt que le design un peu biscornu des nouvelles Elegoo. Voilà, ça c'est une question de goût et de couleur. Autre point plutôt faible, c'est ceci, l'écran tactile. Alors c'est pas le meilleur écran tactile qui existe, il est grand, il est agréable à utiliser parce qu'il est grand, les couleurs sont belles, mais par contre le côté tactile est pas forcément le plus réactif qui existe. Donc aujourd'hui, si vous prenez par exemple des écrans tactiles d'une Frozen, l'écran tactile des dernières Saturn ou des Apex Maker, honnêtement, vous avez l'impression de revenir en arrière sur cet écran tactile où des fois vous devez y reprendre 2 ou 3 fois pour qu'ils comprennent. Alors ça peut être lié aussi à mes doigts, hein, puisque, excusez-moi, le côté tactile dépend très fortement de l'électricité statique de vos doigts, donc peut-être que c'est moi. Mais en tout cas, avec mes doigts à moi, qui sont des gros doigts, des fois, c'est un peu compliqué de cliquer sur le bon menu. Des fois, il faut appuyer 2 fois pour qu'il réagisse. Donc, c'est pas le meilleur écran tactile. Sur une Saturn 4 Ultra, son problème, c'est pas le côté sensibilité, c'est plutôt la taille de l'écran qui est très petite. Donc, vous avez des toutes petites touches, donc avec les gros doigts, c'est compliqué. Mais par contre, il est très réactif. Donc voilà, ça, c'est un point qui pourrait être amélioré. J'avais pas l'impression que c'était le cas par exemple sur ces petites sœurs, la M5S et la M5S Pro. J'avais pas ce ressenti en utilisant la machine que l'écran tactile n'était pas très réactif. Sur celle-ci, dès les premières utilisations, je m'en suis rendu compte. Alors si vous n'avez pas d'autres machines pour comparer, clairement vous le verrez pas, hein. Vous vous direz, bah, c'est normal, c'est comme ça sur toutes les machines. Moi j'ai quand même beaucoup de machines qui passent par mon atelier et du coup bah, je vois tout de suite la différence quand j'allume la machine et que je veux rentrer dans l'interface. Je vais tout de suite voir si c'est réactif ou pas. Donc, je vous le dis, cette machine a un écran tactile un peu moins performant que les autres. Autre point négatif, système d'auto-remplissage chiant à nettoyer. Honnêtement, c'est un cancer à nettoyer, ce système-là. Tout simplement parce que vous avez à la fois le système de pompe, mais vous avez également le système de connexion aux bouteilles pour pouvoir le rincer. Honnêtement, c'est l'horreur à rincer. Parce qu'il faut que vous fassiez tourner le moteur, donc il faut que vous mettiez du détergent dans le bac de résine, que vous activiez la pompe, que vous mettiez une bouteille de résine pour récupérer le détergent qui va passer dans la pompe. Honnêtement, moi je l'utilise pas. Donc le système d'auto-remplissage de résine, je l'ai dégagé et je ne l'utiliserai jamais, notamment pour ça. Et c'est notamment pour ça que dans la vidéo, je vous ai dit, il y a un système que je vous ai préparé en fait sur ma chaîne YouTube pour faire vous-même une pompe péristaltique beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile à nettoyer, qui prend un peu plus de place, mais qui par contre est beaucoup plus facile d'utilisation que les systèmes de pompe qui ont été mis chez Anycubic, chez Elegoo, etc. Honnêtement, c'est de la merde. Je vous le dis honnêtement, c'est de la merde à utiliser, c'est lent, c'est chiant à nettoyer, ça dégage. Voilà, honnêtement. Vous allez l'utiliser une fois,
pour dire « Oh, moi je vais tester, je suis sûr que c'est pas aussi pourri que ce qu'il dit ». Faites le test, dites-moi en commentaire. Vous me direz en commentaire si vous l'avez utilisé, ce que vous pensez de ce système d'auto-remplissage et de purge. Si vous avez une M3 Max, je pense que vous pouvez confirmer ce que je dis dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas également à dire en commentaire pour les gens qui s'intéresseraient à cette machine et d'avoir la confirmation par rapport à ce que je vous dis tout simplement dans cette vidéo. Un des autres points négatifs, c'est tout simplement son prix, puisque cette machine est proposée à partir de 549 €. Alors ça dépend des sites, ça dépend des promos, ça dépend de plein de choses. Certes, c'est pas un prix qui est mirobolant. Il y a quelques années, on avait des machines de cette catégorie beaucoup moins performantes à 800 €. Donc honnêtement, les prix ont été tirés vers le bas. Mais aujourd'hui, vous trouvez des machines de cette catégorie avec une qualité alors à peu près équivalente aux alentours de 400 €. Donc c'est une machine qui est quand même 20-25% plus chère que des machines de la même catégorie. Par contre, cette machine est quand même la machine la plus rapide du marché aujourd'hui. Donc certes, elle est plus chère, mais elle est beaucoup plus rapide que ses concurrentes. Donc, il faut savoir faire la part des choses en se disant, ok, elle est un peu plus chère, elle n'a pas forcément beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Par contre, elle est beaucoup plus rapide. Donc, si vous voulez une machine très rapide et que vous voulez mettre le prix, c'est une machine qui sera très bien pour ça. Par contre, si vous vous en foutez de la vitesse, honnêtement, vous dites, bon, ok, la qualité, elle est bien, mais j'en ai pas forcément besoin, etc. Bah, vous pouvez facilement économiser 150 € et prendre une machine un peu moins performante sans aucun problème. Et je vous ne dirai jamais d'acheter une machine qui ne correspond pas à votre besoin. Avant de vous partager toutes mes conclusions sur cette machine, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant, en espérant bien entendu que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas également abonné à mes autres réseaux sociaux, je vous invite à le faire également. Vous avez mon compte TikTok sur lequel je partage le plus de vidéos. Vous avez plein de petites vidéos courtes qui vous teasent les nouveautés, qui vous montrent des déballages de machines, qui vous montrent beaucoup plus d'impressions que ce que vous voyez sur YouTube. Vous avez bien entendu mon compte Instagram sur lequel je vais partager des sondages, des previews, etc. Et vous avez également Threads sur lequel je vais être un peu plus d'une manière informelle, un peu moins impression 3D, un peu plus discussion, un peu plus sondage et peut-être même des conneries. Mais voilà, sachez que mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description de la vidéo. De la même manière, je vous mets mes liens affiliés dans la description de la vidéo si vous voulez acheter une machine d'impression 3D ou des produits d'impression 3D qui ont été présentés dans cette vidéo. Alors sachez que je ne vais pas gagner ma vie avec ces liens affiliés, ça reste de l'ordre de quelques euros pour une vente d'une machine à plus de 500 €. Donc voilà, c'est pas du tout un business pour moi. Par contre, c'est vrai que ça me permet d'avoir, entre guillemets, un pourboire pour des vidéos sur lesquelles je vous ai éclairé sur le mode de fonctionnement de la machine, sur les points forts, les points faibles. Et derrière, tout simplement, le temps que j'ai passé à réaliser ces vidéos, à faire ces impressions pour vous, à utiliser du consommable, de la résine, des films, de l'électricité, du matériel vidéo, du matériel audio, etc., etc. Donc ça permet de financer la chaîne plus que finalement de me faire gagner des revenus. Parce que honnêtement, si je devais résumer ma chaîne aux revenus, je serais très fortement déficitaire. Donc voilà, si cette machine ou une autre machine vous intéresse, sachez que vous avez mes liens affiliés. Alors je vous mets les liens affiliés en général pour les produits qui sont présentés dans la vidéo, dans la description. Si vous voulez mes autres liens affiliés, ils sont disponibles sur mon site internet morgensternprinting.fr. Vous avez le lien également dans la description et vous avez une catégorie avec tous mes liens affiliés. Si vous voulez acheter du Elegoo, du Frozen, peu importe la marque, vous aurez un lien affilié qui vous permettra en fait de me donner un petit pourboire. De la même manière, je vous ai mis dans la description mes liens affiliés. Si vous voulez acheter une machine d'impression 3D, que ce soit celle-ci ou une autre, sachez que ce n'est pas avec ces liens affiliés que je vais gagner ma vie. C'est uniquement un pourboire qui permet de faire vivre la chaîne, notamment en termes de consommables, que ce soit électricité, résine, film, mais également dans les achats de fichiers, puisque il faut savoir que moi j'achète grosso modo entre 100 et 400 €
de modèles d'impression 3D tous les mois pour vous faire du contenu, pour financer les artistes 3D. C'est pour ça que dans la description, vous retrouverez également tous les artistes qui ont créé les modèles que j'ai imprimés dans mes vidéos. Si jamais c'est des modèles qui vous intéressent, vous retrouverez toujours les liens vers ces derniers dans mes descriptions de vidéos. Tout en sachant que je ne suis pas payé par les marques pour vous faire des vidéos de présentation, des reviews, des tests. Donc voilà, c'est totalement bénévole ce que je vous fais sur ma chaîne YouTube. Pour résumer la review de cette Anycubic Photon Mono M7 Pro, moi je vais vous dire que c'est une machine très performante, notamment en termes de vitesse. C'est pour moi la machine la plus rapide du marché actuellement. Alors on avait celle-ci qui est juste là derrière, qui était jusqu'à présent la plus rapide, puisque la Apex Maker X1 pouvait imprimer grosso modo du 12 cm par heure. Là, on est sur 17 cm par heure. La hauteur maximale, c'est 23 cm. Ça veut dire qu'en moins d'1h30, vous pouvez imprimer des plateaux complets de la hauteur complète en 1h30. C'est en couche de 100 microns, bien entendu, mais c'est juste hallucinant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils appliquent cette vitesse-là sur une machine de type M3 Max, vous allez pouvoir imprimer des modèles énormes à des vitesses énormes. Et autant l'impression FDM était en train de reprendre le dessus d'un point de vue vitesse d'impression, on le voit notamment avec les nouvelles Effelson, etc. Autant maintenant, la résine s'est réveillée, il booste les performances de vitesse, ce qui n'était plus le cas depuis très longtemps. Ce qui se passait en fait, c'est qu'ils augmentaient les résolutions, donc la précision, que ne peuvent pas atteindre les machines FDM. Et maintenant, l'étape suivante, c'est tout simplement d'augmenter les vitesses. Et je pense que c'est uniquement le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de sortir des trucs, alors ça c'est très simple, hein, mais des impressions d'une vingtaine de centimètres en 1 heure. C'est juste hallucinant. Si vous avez une impression qui fait 22 cm de large sur 23 de haut sur 12, vous sortez ça en 1h30, impossible de sortir ça sur une machine FDM. Impossible. Même avec une Voron. Voilà. Alors bien entendu, si vous utilisez tout le volume, hein, attention. Si vous mettez des trucs où c'est juste des petites tiges à la con, voilà, ou des choses qui ne sont pas du tout remplies, en FDM, vous allez aller tout aussi vite parce que derrière, il n'y a rien, il n'y a que du vide en fait, donc vous imprimez du vide. Mais par contre, quand vous imprimez des choses relativement pleines, etc., ou des modèles très complexes, voilà, pour l'instant, il y a encore une très forte longueur d'avance de la résine par rapport à l'impression FDM sur qualité et vitesse. Puisque c'est ça qui est important, c'est de pouvoir imprimer vite et de qualité. Puisqu'en FDM, vous pouvez imprimer vite, mais ça sera très moche. Vous ne pourrez pas faire des figurines à peindre, et encore moins à des vitesses très élevées. Hein. Voilà. Et d'autant plus important, la gestion de la vitesse, c'est que cette machine est fiable. C'est-à-dire que vous pouvez imprimer des choses très propres, comme ceci, hop, comme ceci, ou avec beaucoup de détails, hop, comme ceci, en quelques heures, de manière très fiable, avec très peu de paramétrage en soi. Il vous faut de la résine rapide, des paramètres optimisés, et bien entendu un bon support. Alors là c'est que des modèles sans support, mais parce que en fait le but de faire ces tests là c'est tout simplement de voir que ça fonctionne sans support, parce que derrière si vous mettez des supports, vous ne savez pas si c'est la machine qui déconne ou si c'est vos supports. Voilà, donc là en fait quand vous le faites sans support, vous savez que la machine elle fonctionne. Si après vous rajoutez des supports et que ça ne tient pas, c'est que c'est vos supports qui sont merdiques. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit test, mais par contre je vous le montrerai dans une vidéo dédiée à la vitesse de cette machine. De la même manière, c'est une machine qui a une connectivité Wi-Fi qui est très intéressante avec les applications Anycubic, ce qui était déjà le cas sur ses petites sœurs, la M5S et la M5S Pro. Il renouvelle l'expérience avec la M7 Pro, donc voilà, très positif de ce côté-là. Un gros avantage par rapport à ses concurrentes, donc de ce côté-là, du positif. Le point négatif de cette machine, c'est tout simplement lié au choix du nouveau design du bac chauffant. Certes, le bac chauffant a un gros avantage puisqu'il vous évite d'avoir à chauffer toute l'atmosphère de l'imprimante et d'avoir des déperditions de chaleur importantes du fait d'enlever et de remettre la cloche, notamment si vous voulez surveiller votre impression.
Mais par contre, il entraîne des points, on va dire, de douleur qui sont tout simplement le nettoyage du bac qui est rendu beaucoup plus difficile. Même si vous avez ce système d'auto-nettoyage dont je vous ai parlé dans la vidéo et dont je vous ai présenté le fonctionnement, il sera notamment très chiant à utiliser quand vous voulez changer régulièrement de couleur de résine. Bien entendu, si vous ne changez pas de couleur, de type de résine, que vous imprimez tout le temps les mêmes résines, ça ne sera pas un point faible. Le seul point faible que je pourrais voir dans ce design du bac, c'est tout simplement la fiabilité dans le temps pour lequel nous n'avons pas encore de recul. D'un point de vue recul, il y a quelques mois de ça, nous avions le nouveau capteur de force des Anycubic M5S où tout le monde avait décrié la fiabilité de ce système-là. Aujourd'hui, c'est un système qui a fait ses preuves. Anycubic, à l'époque, a pris le pari de dire que c'était un système qui fonctionnerait et qui allait se démocratiser sur les imprimantes résine. Aujourd'hui, toutes les nouvelles imprimantes résine ont bizarrement adopté ce système de capteur de force qui vous permet de faire un autonivellement, de la détection de fin de résine, de la détection de particules et de résidus au fond du bac, etc., etc. Et donc aujourd'hui, le risque qu'a pris Anycubic il y a quelques années maintenant, de mettre en place ce système-là est devenu une généralité. Aujourd'hui, ils prennent le parti pris de faire un choix avec un bac chauffant, avec un système de chauffage intégré dans le bac. Est-ce que c'est l'un des meilleurs choix? Est-ce que ça sera fiable? Aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est un système qui fonctionne pour l'instant très bien. Bien entendu, la qualité d'impression de cette machine est très bonne. Vous êtes sur une qualité d'impression strictement équivalente avec sa petite sœur, la M5S Pro, notamment aidée par le bac chauffant. Sur la M5S Pro, c'était le système de chauffage qui aidait. Mais par contre, vous avez la même résolution d'écran, vous avez le système de plateau qui est équivalent avec une gravure laser, etc. Par contre, les performances sont améliorées sur cette machine. Donc, vous allez imprimer avec la même qualité d'impression qu'une M5S Pro, mais avec une vitesse d'impression encore une fois augmentée par rapport à sa petite sœur qui elle-même avait une vitesse augmentée par rapport à la M5S. Est-ce que cette machine est une grosse révolution par rapport à la M5S Pro qui était la version précédente? J'ai envie de dire non. Honnêtement, entre une M5S Pro, si vous en avez une, et cette M7 Pro, vous ne verrez quasiment aucune différence, si ce n'est forcément la vitesse d'impression qui a été optimisée sur cette machine, mais d'un point de vue qualité d'impression, vous ne verrez strictement aucune différence. Donc si vous avez une M5S Pro, voire même une M5S, vous ne verrez pas de différence d'impression. Donc aucun intérêt à passer sur cette machine-là. Si par contre vous avez des vieilles générations type Mono X 6K, 6KS, enfin bref, des vieilles générations de machines, des Elegoo 2, Saturn 2, enfin bref, peu importe, mais des vieilles machines qui étaient en 8K, en 6K, etc. Là, ça devient intéressant de passer sur cette machine parce que vous allez passer sur une machine très haute vitesse, fiable, avec une très bonne qualité d'impression, un design compact, simple. Vous allez garder quelque chose que vous connaissez avec la cloche, etc. Mais voilà, il faut juste savoir qu'aujourd'hui, cette machine, c'est la plus rapide du marché. La qualité est très bonne. Et bien entendu, comme toutes les machines, elle a également des petits défauts. Pour l'instant, il n'y a pas de machine parfaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de cette machine. Est-ce que c'est une machine qui vous intéresse, qui ne vous intéresse pas du tout? Si vous avez décidé de vous tourner vers une autre machine que je vous ai présentée sur la chaîne, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Ça me permettra de voir ce que vous préférez, ce que vous ne préférez pas dans cette machine et par rapport aux autres. Ça me permettra également de répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions résiduelles après cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas du coup à regarder dans les commentaires s'il n'y a pas votre question qui a déjà été posée et sur laquelle j'ai déjà apporté une réponse. Ça vous évitera de chercher plus loin. Bien entendu également, merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne pour pouvoir vous renseigner sur l'impression 3D. Si vous avez des questions spécifiques liées à l'impression 3D, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me donnera potentiellement des idées de création de vidéos pour répondre à ces interrogations. Si c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu à travers des vidéos, ce que je fais en général, c'est que je vous mets le lien de la vidéo en question en réponse.
ce qui vous permet en fait de retrouver toutes les informations dont vous aurez besoin pour comprendre l'impression 3D résine. De mon côté, je vous dis encore une fois merci pour votre fidélité et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous fais des gros bisous et à plus!